Et donc j'appelle à mes côtés donc, Julien Langella et Hervé Juvin pour ce dialogue donc, sur l'écologie enracinée. Bien, donc bonjour messieurs, donc je vais vous présenter en quelques mots. Donc Hervé Juvin qui s'est assis à ma droite, donc vous avez une longue carrière derrière vous de consultant auprès de nombreuses entreprises multinationales. Par le fait, vous avez été amené dans votre carrière à beaucoup voyager. Vous connaissez beaucoup le monde, vous connaissez beaucoup la France également, mais vous n'avez pas donné à ces voyages qu'une connotation professionnelle, puisque vous avez d'une certaine manière un regard également d'ethnologue. Vous regardez de façon assez fine les différentes sociétés que vous traversez, que ce soit votre Bretagne natale ou des pays plus éloignés comme la Chine ou comme Madagascar. Ce qui vous a amené à développer également une œuvre d'essayiste. Vous avez à votre bibliographie plus d'une dizaine d'ouvrages, dont on pourra citer en particulier un qui rejoint davantage le thème d'aujourd'hui, qui était celui que vous aviez publié en 2013, La Grande Séparation, sous-titré Pour une écologie des civilisations. Ouvrage dans lequel, après et avant d'autres ouvrages, vous avez développé différents thèmes concernant l'identité, le localisme. On peut citer en particulier une idée sur laquelle on reviendra certainement dans la discussion, qui est la détaxation de proximité. Et vous tenez également depuis 2017 donc une chronique géopolitique dans la revue Éléments. Et je terminerai par évidemment votre élection comme député européen en 2019, et donc vous siégez actuellement au Parlement européen dans le groupe Identité et Démocratie. À ma gauche, donc Julien Langella, donc vous êtes enraciné en Provence. Vous avez émergé avec d'autres militants, en particulier au moment de ce qu'on a pu appeler de façon un peu réductrice peut-être la génération Manif pour tous, où on a vu émerger donc des militants qui parfois étaient actifs auparavant, mais qui à ce moment-là ont pris une lumière particulière dans l'actualité. À ce titre, vous vous êtes illustré notamment depuis plusieurs années comme un des piliers, le vice-président actuellement de l'Academia Christiana. Et vous avez également publié 2 livres au titre éloquent en forme de manifeste, d'une part Catholiques et identitaires, et puis d'autre part La jeunesse au pouvoir. Donc nous allons traiter donc ce thème dont vous voyez le titre, Pour une écologie enracinée, localisme et mise en valeur des terroirs. Je vais pour ma part commencer par faire une petite introduction, non pas sur la totalité du titre, mais davantage sur la première partie, c'est-à-dire l'écologie enracinée, pour essayer de resituer quelques idées importantes sur le rapport parfois ambigu qu'a pu entretenir l'écologie avec la notion d'enracinement. Et puis on développera ensuite les autres thèmes de toute façon dans le cours de notre discussion. La formule qui me semble résumer le mieux cette tension qui peut exister dans l'écologie politique depuis une cinquantaine d'années concernant le rapport au lieu, le rapport à l'enracinement, c'est une formule que vous connaissez certainement sous différentes apparitions. Ça peut être dans des slogans utilisés dans les forums altermondialistes, ça peut être également des slogans affichés dans les épiceries bio, incitant le consommateur à s'inscrire dans des circuits courts. C'est la fameuse formule « penser globalement, agir localement ». Qu'on peut avoir à l'esprit et qui est née effectivement avec l'écologie politique en quelque sorte au début des années 70. Avec une insistance particulière à ce moment-là, d'ailleurs, on peut dire sur le côté global. C'est le moment du rapport de Stockholm en 72 aux Nations Unies, intitulé « Nous n'avons qu'une Terre ». C'est le moment où se popularisent également les images de la NASA montrant la fragilité de la planète bleue. Et donc on a ce regard global qui l'emporte certainement à ce moment-là dans la prise de conscience écologique, mais qui en fait rejoignait de toute manière une démarche qui est au cœur de l'écologie, y compris scientifique, donc qui elle avait déjà un bon siècle d'existence derrière elle, qui est la dimension systémique, l'insistance sur les interdépendances, les connexions. L'écologie au sens strict, c'est bien sûr l'étude des espèces prises dans leur milieu et donc automatiquement connectées les unes aux autres dans des rapports divers de prédation ou autres. Et assez logiquement, dans la continuité de cette démarche au départ scientifique, le constat des différents dérèglements qui sont apparus de plus en plus flagrants au cours du temps, au niveau des océans, au niveau de la biodiversité, au niveau de la ponction des ressources, au niveau des dérèglements climatiques, ont amené les écologistes souvent à avoir cette vision globale ou même planétaire, et à parler tout simplement de crise globale, d'une façon d'ailleurs assez justifiée. Pensez en 86 à la façon dont un gouvernement avait tenté, de façon d'ailleurs assez brève, de faire croire que le nuage radioactif de Tchernobyl avait pu s'arrêter aux frontières. On voit bien avec ce genre d'exemple que par nature, les phénomènes écologiques et les préoccupations écologiques ont tendance à aller vers le global. Parfois d'ailleurs en disqualifiant au sein même de l'écologie un regard qui est plus ancré dans l'environnement immédiat. Vous connaissez peut-être la formule NIMBY utilisée comme
pour discréditer justement ces formes de réaction, un not in my backyard, donc pas dans mon jardin, utilisé bien sûr par des promoteurs de différents projets pour contrer les associations de riverains qui peuvent se monter, mais parfois utilisé aussi au sein du mouvement écologiste pour disqualifier des mouvements qui seraient un peu dérisoires, à courte vue, contrairement à des préoccupations à une échelle évidemment beaucoup plus globale, et n'arrivant pas finalement à trouver cet équilibre entre le penser global et l'agir local. Il me semble pourtant, et j'en terminerai par là, et ça pourra nous permettre donc une première base de discussion avant qu'on enchaîne sur les notions par exemple de localisme en particulier, il me semble qu'il y a deux angles importants dans la pensée écologiste qui pourtant justifient une mise en avant, une prise au sérieux de la question de l'enracinement et de l'échelle locale. C'est d'une part dans la pensée écologiste la notion par exemple de convivialité qui avait été mise en avant par Ivan Illich, ou le slogan Small is beautiful qui avait connu une certaine popularité avec un livre d'Ernst Schumacher au début des années 70. Qui tous deux d'ailleurs s'inspiraient de la pensée de Léopold Kohr, tendant à dénoncer la taille excessive comme quelque chose de contre-productif, comme quelque chose d'inefficace et comme quelque chose d'aliénant, et donc une mise en avant au contraire de l'échelle de proximité comme étant davantage efficace, davantage démocratique et davantage adaptée aux différents défis qui peuvent se poser aux communautés humaines. Et donc là on a un enracinement qui était très présent dans la pensée écologiste et qui a fini par être oublié par une bonne partie de ses représentants, et qu'il faudrait donc repenser, réhabiliter et se réapproprier. Et l'autre élément de réflexion, le dernier donc, que je tirerai donc, de la pensée écologiste, non seulement d'ailleurs de l'écologie politique, mais même son socle qu'est l'écologie scientifique, c'est une certaine conception de la vie et de l'évolution. C'est celle qu'en particulier mettait en avant Edward Goldsmith dans sa Vision écologique du monde, qui était un livre publié il y a une trentaine d'années de synthèse sur vraiment l'originalité de la pensée écologiste et son articulation avec des constats scientifiques. C'est l'idée d'une arborescence de l'évolution et d'une diversité, mais pas une diversité chaotique, une diversité organisée, qu'on peut résumer par une phrase d'un autre pilier de l'écologie qui était Robert Reinhardt, naturaliste suisse. Une phrase donc que je soumets à votre réflexion et que je pense la plupart d'entre nous pourront largement s'approprier, qui est « Si j'aime tant la nature, c'est qu'elle est une immense structure où tout est lié, mais distinct, où tout est à sa place. » Donc là, je crois que cette pensée naturaliste peut nous inspirer, mais au-delà de donc, ces bases assez générales, les questions que j'aimerais vous poser partiront sur la question du localisme qui peut apparaître sous l'angle économique, sur lequel on peut déjà se concentrer, comme une forme d'alternative qui vient assez naturellement à l'esprit face à la mondialisation et à ses dégâts. On avait par exemple dans le numéro actuel d'Éléments un reportage de Guillaume Travers qui montrait le rôle des porte-conteneurs qu'il appelle les sans-papiers milliardaires de la mondialisation. On voit bien sûr les ravages sur les sociétés, la mise en concurrence des différents systèmes productifs. On voit les ravages en termes de pollution. On n'a pas de droit de l'environnement qui puisse s'appliquer à ce genre de monstres des mers. On a une consommation de carburant, bien sûr, inouïe, liée à ces transports mondialisés. La délocalisation elle-même est un mot qu'on associe assez fortement à l'économie mondialisée. Et donc, en quoi est-ce que l'inverse, la relocalisation ou le localisme, vous paraît-il un contre-modèle à promouvoir, ou avec quelle limite, avec quelle nuance? Donc, Julien Langella sur cette question. Bien, je crois que ce qui est important à rappeler, c'est que la mondialisation est une anomalie historique. Il y a toujours eu des échanges au long cours, il y a toujours eu du commerce international, mais cette grande dépendance pour des besoins vitaux quotidiens, la nourriture, la culture, le vêtement, à l'égard de puissances d'argent étrangères, opaques, lointaines et incontrôlables, c'est quelque chose d'inédit. C'est entre un fruit et un légume sur deux qui sont consommés en France et qui sont importés. C'est 30% de notre consommation de porc. C'est 80% de l'énergie consommée par l'agriculture française qui vient du pétrole et donc de l'Arabie Saoudite et d'autres nations exportatrices. C'est seulement 5% des stocks des grandes surfaces en termes de produits manufacturés, d'objets, cette bouteille, un téléphone, un stylo, qui sont fabriqués en France. Autrefois, c'était uniquement des objets de luxe, le tabac, la soie, le chocolat, et qui étaient aussi le signe de notre puissance à travers le monde. Nous avons complètement inversé le schéma. Autrefois, le Français, l'Européen moyen, trouvait dans un rayon de 50 km² autour de chez lui tout ce qui pouvait nourrir ses besoins à la fois matériels et immatériels.
Et cette grande dépendance, on ne le mesure pas assez, c'est accompagné d'une marchandisation du commun. Non pas ce qui est ouvert à tous, mais ce qui appartient à une communauté en vue de son développement, selon son génie créatif propre. C'est le scandale de la monoculture intensive d'amandes en Andalousie, terre brûlée par le soleil, qui monopolise tout l'accès à l'eau au détriment des cultures vivrières, des petites fermes, de l'agriculture qui permet de faire vivre des familles et donc qui crée un développement local. Donc on voit que là où progresse le capitalisme libéral, le désert croît. C'est également ces déchetteries numériques qui ces déchetteries d'objets numériques, de tablettes, de téléphones portables au Ghana, qui s'installent dans des cours d'eau asséchés. La mondialisation est une grande dépendance, une grande marchandisation, et comme Chesterton en face du capitalisme industriel au XIXe siècle, on serait tenté de dire mais le localisme est une alternative à la mondialisation dans la mesure où l'antidote est une alternative au poison. Et il s'agit d'abord de démondialiser, de défaire le mal qui est fait, et cela passe en particulier par cette mesure phare avancée depuis plusieurs années, c'est la détaxation de proximité, qui consiste à encourager la production, l'embauche et donc aussi la consommation locale en réunissant ces trois aspects au même endroit. Et donc la détaxation de proximité, c'est par une série de mesures d'incitation fiscale, faire en sorte qu'il soit plus avantageux pour un entrepreneur, par exemple une entreprise de service à la personne en Auvergne, eh bien d'embaucher un Auvergnat plutôt qu'un Lorrain, un Français plutôt qu'un Suisse et un Européen plutôt qu'un Turc. Il s'agit véritablement d'insérer dans notre économie ces cercles d'appartenance afin de recréer un développement local qui passe aussi, par exemple, par l'incitation au regroupement des artisans, des producteurs indépendants en coopérative pour résister à la puissance de feu des très grandes entreprises et en particulier des multinationales. Et cela s'accompagne, mais ce sera certainement l'objet de la discussion, aussi d'une prise en main volontariste par l'État des orientations de l'économie nationale. Et donc il faudra un État capable de répondre avec force aux puissances d'argent qui ne se laisseront pas faire par ce localisme qui incarne quelque chose de profondément révolutionnaire puisque c'est un virage à 90 degrés par rapport à ce qui est vécu aujourd'hui. Et cela appelle aussi à définir le principe de subsidiarité puisque le localisme ne revient pas à tout produire localement mais à produire chaque chose à son échelle et donc à remettre du bon sens dans la production. Justement, sur cette question de la subsidiarité, on sait qu'elle est inscrite dans les traités européens. Comment est-elle compatible finalement avec le libre-échange qui est en même temps prôné par l'Union européenne que du coup vous connaissez de l'intérieur? Bon, rassurez-vous, la subsidiarité, c'était une grande idée que je crois fondée de l'Union européenne jusque dans les années 90. Vous n'en voyez plus aucune trace. D'ailleurs, j'ai participé au débat sur le fameux plan de relance européen, qui est tout sauf un plan et sauf de la relance. Il n'y a plus un mot sur la subsidiarité. On est sur un coup de force d'une bureaucratie envahissante qui ne rêve que de ne voir qu'une seule tête. C'est peut-être le point par lequel je commencerai ma réponse. La globalisation aujourd'hui a trouvé une boîte de sauvetage, c'est l'écologie. C'est très sensible dans l'opération Greta Thunberg. Les globalistes sont quand même atterrés par la marche du monde, notamment par ce qui est en train de se passer entre M. Trump et la Chine. Ils sont atterrés par le fait que, vous le savez, le commerce mondial régresse. Vous savez que la France ne signera pas l'accord du Mercosur et le sentiment est que c'en est fini de la signature des grands traités de libre-échange, malgré l'incroyable pression que met l'Union européenne. Et les globalistes ont trouvé quelque chose, c'est les problèmes écologiques étant globaux, il leur faut des solutions globales. Je pense exactement l'inverse, comme l'avait dit le professeur René Dubos au début des années 90, naturellement qu'une partie des problèmes écologiques, le réchauffement planétaire, les désordres climatiques, etc., sont globaux. Les réponses sont toujours locales et régionales, pour une bien simple raison, et là nous sommes au cœur de l'escroquerie de l'économie financière. En matière d'écologie, en matière de ressources naturelles, en matière de production, rien n'est commuable et rien n'est commensurable. La phrase de Friedrich von Hayek, « Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur », signifie simplement que tout peut être détruit contre son équivalent en argent. Il y a un chasseur qui a tué en mars dernier, je crois, en Afrique, la dernière girafe albinos. Ce monsieur est probablement très fier d'avoir un trophée unique, mais on voit bien que la conversion en argent de ce qui en effet avait une grande valeur marchande, c'est juste la voie de la mort. L'économie financière transforme tout, à la surface de la Terre, dans les eaux, dans les océans et dans les airs, tout en son équivalent marchand.
Il faut sortir de ça parce que le localisme, c'est d'abord ce qui se passe en Bourgogne n'est pas ce qui se passe en Flandre, et ce qui se passe en Flandre n'est pas ce qui se passe en Finistère. Et il y a des choses entre ces régions, qui pourtant sont du même pays, qui sont non commuables et non commensurables. L'exemple est très simple. Une forêt de chênes dans le Perche, ou une forêt de chênes, la forêt de Tronchet, n'est en aucun cas commuable, échangeable, avec une forêt de pin des Landes ou une forêt, je dis n'importe quoi, de palétuvier dans le bord de la mer, quelque part sous les tropiques. Les biens naturels, ce qui permet notre vie, les services gratuits de la nature, une eau abondante, un air respirable, le soleil, la pluie, l'alternance des saisons, tout ça, ça n'est ni commable ni commensurable. Et vous savez sans doute, c'est un des chiffres les plus jalousement tenus secrets de l'économie actuelle, mais certains économistes s'y sont risqués. Vous savez quand même que les 2/3 de ce qui permet la vie humaine sur cette planète, ce ne sont pas les produits de l'industrie humaine. Or, tous nos calculs, notre comptabilité, nos marchés financiers, etc., ne tiennent compte que de l'activité humaine. Les 2/3 de ce qui permet notre vie sur cette planète, ce sont les services gratuits de la nature, ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est probablement ce à quoi la globalisation s'est attaquée, et c'est ce que le localisme entend remettre à l'honneur. Nous entendons remettre à l'honneur d'abord les biens communs, vous en avez parlé, ces biens qui ne sont pas appropriables et ces biens qui ne sont pas à vendre. Nous entendons remettre à l'honneur le fait que tout naturellement, on préfère ce qui est produit près de chez soi, où le consommateur préfère ce qui est produit dans une région dont il sait que c'est la spécialité, dont il sait que ça fait partie de l'art de vivre, et il a confiance. Ça a été étouffé par le développement des marques commerciales qui, notamment au sein de l'Union européenne, veulent mettre fin et veulent étouffer les marques d'appellation territoriale. Or, on sait qu'il y a une grande demande pour les marques territoriales et pour les appellations d'origine protégée. C'est sur tout cela qu'il faut se battre. Mais je termine là-dessus. Le localisme, c'est d'abord le fait que nos territoires, nos biens communs, nos arbres, nos fleurs, notre biodiversité et tout, ne sont pas commuables, ne sont pas commensurables, et en clair, que notre vie n'est pas à vendre. Hervé Julien, vous venez d'évoquer en particulier la question de l'appellation d'origine et de l'identification d'un lieu. Et je crois que Julien Langella avait une précision à apporter, ce qui fait dans le texte pour les actes du colloque en particulier. C'est une sorte de mise en garde contre une forme de localisme ou de mondialisation bleu-blanc-rouge en quelque sorte, qui serait un faux localisme. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Oui, je crois qu'il est important de mettre en garde contre le faux localisme qui consiste à relocaliser la mondialisation, à relocaliser en France la production de tout ce qui est fait actuellement dans le tiers-monde et ailleurs, de tout ce qui a été délocalisé. On ne relocalisera pas la production d'un mode de vie qui est fondé sur le gaspillage, sur le superflu, qui provoque un immense vide intérieur chez les Français et chez les Européens. La relocalisation, ça ne peut pas être relocaliser la production d'écrans plasma, de sextoys et de peinture au plomb. Ce n'est pas possible. Le localisme appelle un tri critique opéré par le politique parmi les activités qui nourrissent le bien commun. Et c'est fondamental parce qu'il ne faut, à mon avis, pas tomber dans ce mythe de la transition énergétique qui voudrait que par une mise en coupe réglée de nos terroirs, de nos ressources naturelles, nous pourrions continuer à vivre comme c'est le cas de manière, à mon avis, responsable aujourd'hui, totalement déracinée en tout relocalisant ici. On pourrait transformer toutes nos montagnes en carrières, polluer tous les cours d'eau et transformer les forêts en stock de monoculture d'arbres à papier. On ne pourrait pas pour autant continuer à vivre de manière aussi polluante et consumériste. Et le simple fait qu'il y ait des cadences de travail en Chine, en Inde et ailleurs très différentes de la France, le simple fait que le droit social ne soit pas le même, certaines activités ne sont pas, que ce soit par nature ou en termes de quantité, relocalisables. Et donc là intervient le politique, là intervient le moment et le cadre du choix selon d'autres critères que purement économiques et financiers. Quelles sont les activités qui concourent à l'élévation de l'homme vers la vertu ? Quelles sont les activités qui concours au bien commun? Et donc on pose la question véritablement d'encastrer l'économique dans le politique. Et finalement l'enjeu aussi que propose le localisme, c'est un enjeu de volonté politique. Que voulons-nous? Quel type de cité voulons-nous? Quelle est notre définition du bien commun? Quel travail, quel modèle économique peut servir ce bien commun?
Oui, effectivement, je pense qu'on peut s'attarder un petit peu sur cette question-là. Là, on bascule dans non pas seulement des raisonnements économiques, mais la question essentielle, la place de l'économie. Effectivement, on est parti sur un peu un logiciel qui s'impose à nous, qui est les lois de l'économie. Vous avez cité Hayek, par exemple, et la comptabilité qui nous... les lois du marché finalement qui s'autoréguleraient et qui laisseraient dans l'angle mort des éléments essentiels, en particulier la ponction des ressources et le socle énergétique ou matériel sur lequel tout ça se construit. Et certainement que justement les défis écologiques qui s'imposent à nous permettent de déboulonner un petit peu ce primat de l'économie, de le réencastrer effectivement, pour reprendre l'expression que disait Karl Polanyi dans la grande transformation, où il montrait justement de quelle manière l'économie s'était émancipée des cadres politiques, culturels et sociaux qui l'avaient toujours encastré ou enchâssé. Et donc de quelle manière effectivement est-ce que c'est vraiment une réhabilitation du politique qui se joue derrière les défis écologiques? Hervé Juvin. Je vais féliciter les organisateurs, mais ce colloque a lieu à un moment quand même tout à fait extraordinaire de notre histoire. Ce colloque aurait eu lieu il y a simplement un an. Notre débat aurait été comment, à l'intérieur des règles intangibles de l'économie, rappelez-vous Madame Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Comment, à l'intérieur des lois intangibles de l'économie, on peut essayer de faire quelque chose qui favorise la production locale. Enfin, il y a juste deux choses qui se sont passées. Nous savons depuis un an et depuis l'affrontement entre Donald Trump et la Chine que la globalisation conduit à la guerre. Parce que la globalisation, ça veut dire nécessairement qu'il y a une seule règle marchande, une seule règle en termes de normes, une seule règle en termes de conflits juridiques, etc. Les tribunaux d'arbitrage, je ne développe pas, prévus dans tous les traités de libre-échange. Ça veut dire qu'on dépossède tous les peuples de leur souveraineté et du droit de faire leurs lois. Et ça, immanquablement, ça conduit à la guerre. La globalisation est la voie de la guerre. Ça, on le sait maintenant, c'est évident dans ce qui est en train de se passer dans le monde. La deuxième chose que nous savons, et pardon Fabien de vous reprendre, elles sont où les fameuses lois de l'économie? Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui sont capables de se rappeler qu'il y a eu quelque chose avec lequel nous on a empoisonné la vie pendant 25 ans qui s'appelait les critères de Maastricht? Il n'y a plus un seul pays dans l'Union européenne qui va respecter ces fichus critères et plus personne n'en parle. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu des règles partout dans le monde sur l'endettement des États ne peut pas dépasser, d'ailleurs quand on cumule l'endettement des États, l'endettement privé, ça ne peut pas dépasser et tout. Enfin, l'endettement des États est plus privé, il est x3, x4, x5, tout ce qui relevait des règles intangibles de l'économie. Rappelez-vous un président dont j'ai peut-être oublié le prénom qui disait « on ne va pas dépenser un pognon de dingue pour l'hôpital et pour la santé des Français ». Là, il n'y a plus de problème avec le pognon de dingue. Hein. C'est plus par centaines de millions, c'est par milliards qu'on les trouve. Dans quelles conditions ils vont être distribués, dans quelles conditions on va contrôler tout ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas le nôtre aujourd'hui. Simplement, ce que je voulais dire, et c'est majeur, aujourd'hui, c'est les banques centrales qui font les prix des marchés d'actifs. C'est les émissions de monnaie qui se retrouvent directement sur les marchés. Le marché financier n'existe plus. Il faut voir ce que je dis. La banque, la fonction de banquier, c'est arbitrer le crédit. Ça n'existe plus. La distribution du crédit, soit elle n'a pas lieu, soit c'est des prêts garantis par l'État, donc on peut donner à tout le monde. Je ne vais pas continuer, mais toutes les règles intangibles de l'économie sur lesquelles on ne pouvait pas déroger sans, etc., mettre la France en faillite, toutes ces règles ont explosé. Alors, ça veut dire une chose, c'est que j'aimerais bien savoir à quoi sert la corporation des économistes. Il est clair que ce qu'il faut retrouver, c'est l'économie politique, et il faut en finir de manière définitive avec la prétention de l'économie au rang de science exacte. L'économie est une science humaine. Elle est faite d'histoire, elle est faite de géographie, et d'ailleurs, elle nous renvoie au territoire. Ça, c'est deux choses que nous savons. Pour répondre à votre question, et aussi pour reprendre ce que vous avez dit, il est évident que la solution, elle est politique. La solution, elle ne viendra pas de l'économie. La solution, elle viendra de la volonté politique d'assurer à un modèle de société son avènement et son progrès dans une histoire qu'on choisit. Et ça, pour ça, c'est très simple. Nous devons reprendre l'autonomie qu'on a abandonnée à l'économie, parce qu'on a tiré un trait sur la grande conquête de la Révolution française, on a tiré un trait sur notre civilisation qui était l'autonomie de gens qui font eux-mêmes leurs lois et qui décident de leur mode de vie. On s'est abandonné aux lois de l'économie. Nous devons reprendre notre autonomie. Et nous devons reprendre autre chose que vous avez suggéré, qui est la capacité du politique à définir, oui, des modèles de vie et des modèles de société. Est-ce que nous voulons aller vers la société où Jeff Bezos s'est enrichi de 35 milliards de dollars en une semaine? Est-ce que ça fait une société? Est-ce que ce que disait le maître à penser de Milton Friedman et de von Hayek, qui était M. von Mises, un économiste autrichien des années 20, lui disait « l'avenir c'est simple, il n'y a pas de raison pour qu'un ouvrier agricole ou un ouvrier ou un mineur du nord de la France soit payé plus qu'un coulis chinois ». Et lui disait « le progrès de l'économie
et les rendements financiers, ça va venir de l'importation de la pauvreté en Europe. Il faut une égalisation des revenus partout. C'est ce à quoi nous assistons. Nous assistons à une petite caste de super riches partout dans le monde qui acquièrent le même niveau de fortune, et nous assistons à une importation massive de la misère en Europe. Ça ne fait pas une société, et ce n'est pas un modèle de volonté politique. Donc je crois que ce dont nous parlons avec le localisme, c'est la capacité du politique à reprendre la main. C'est la capacité du politique à donner ce dont a besoin de toute société humaine, la liberté de choisir son orientation dans l'histoire. Marcel Gauchet a merveilleusement écrit et travaillé là-dessus. Où est notre orientation historique ? Eh bien, on a donné les clés au marché. Eh bien, aujourd'hui, le marché a jeté les clés, il faut reprendre les clés, et il faut que le pouvoir politique se saisisse de la question « Dans quelle société voulons-nous vivre ? Quel est le modèle de bonne vie que nous proposons aux Françaises et aux Français ? Et est-ce que le modèle de bonne vie, c'est simplement enrichissez-vous, devenez les plus riches possibles, quel qu'en soit le prix pour vos territoires, vos régions et pour la nature et la vie. C'est évidemment pas la réponse que nous apportons, mais je pense que c'est la vraie question politique des échéances à venir. À moins que Julien Langella veuille rebondir encore sur cette question de politique, je pense que ça nous amène aussi à un autre point de notre réflexion. Vous avez insisté sur le fait que finalement, aujourd'hui, la réalité crue apparaît. La mondialisation prend de plus en plus la forme d'une guerre, ne serait-ce que parce que cette promesse de progrès illimité, elle n'est valable que dans la mesure où les écosystèmes ne nous imposent pas leurs limites. Or, c'est bien ça qu'on observe. La compétition pour les ressources, en particulier, est au cœur de ce grand duel planétaire entre la Chine et les États-Unis auquel nous, Européens, assistons un peu en tant que spectateurs, mais qui va forcément nous affecter. Et ce raisonnement, finalement, en termes de guerre, ça me fait penser à ce que Clausewitz appelait, pour un contexte évidemment complètement différent, mais qui peut être éclairant, l'étonnante trinité de la guerre, où il repérait qu'il y a trois acteurs dans la guerre. Donc il y a le politique, donc là je pense qu'on a effectivement bien compris l'importance de cette prise de décision. On fixe des objectifs et on fait des choix et on fixe des priorités. Et donc cet échelon-là qui avait été oublié doit être réhabilité. Il y a le militaire, le général, donc en l'occurrence, on va dire que c'est l'économie en quelque sorte, puisqu'on est dans une guerre économique qui est au service de politique et qui est un outil à remettre à sa place et qui n'a pas ses lois autonomes, ou en tout cas dont il faut brider les lois autonomes, de la même façon que Clausewitz mettait en garde contre la guerre absolue. C'est un peu l'économie absolue, d'une certaine manière, qui serait notre menace. Et dans cette étonnante trinité de la guerre, Clausewitz identifiait bien le peuple comme troisième élément. C'est là qu'on va en fait puiser les différentes forces que l'armée va recruter. Les forces productives, elles viennent aussi de l'intelligence technique et de l'inventivité que vont mettre en œuvre justement ce terreau-là pour ensuite développer les outils qui vont permettre aux politiques d'atteindre ces objectifs. Et je pense que pour la question du réenracinement, on a aussi cette dimension-là, finalement, qui est à la fois sociale, culturelle, anthropologique d'une certaine manière. Et certainement que on ne peut pas se terminer une table ronde sur l'enracinement sans voir les autres aspects de l'enracinement. On a parlé de localisme, on voit bien la question de la relocalisation, la réappropriation par des pouvoirs en lien avec leur population. Mais qu'est-ce que vous mettriez en termes de mode de vie, d'inscription dans un terreau culturel, dans un terroir culturel d'une certaine manière, derrière ce concept d'enracinement? Julien Langella? Il faut en effet partir du peuple. Il y a un code de loi du royaume de Castille au XIIIe siècle qui dit que le trésor le plus important pour un roi, c'est un peuple lorsqu'il est bien administré. Et à 6 siècles de distance, on a cette phrase de Frédéric Mistral, célèbre poète provençal, seul prix Nobel de littérature en langue régionale, à qui l'on demande de se présenter aux élections législatives et qui a cette réponse: il ne s'agit pas seulement de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. Mais nous en sommes là, à l'heure du combat anthropologique, du combat pour maintenir, revitaliser, recréer une substance. Véritablement, il s'agit de défendre notre identité, nos libertés, pas seulement notre souveraineté, celle-ci étant le bouclier de notre identité, puisqu'il s'agit de refaire un peuple. Et cela passe, à mon avis, par deux volets. Il y a l'aspect politique de l'enracinement, et puis il y a l'aspect plus personnel, familial. Et en matière de politique de l'enracinement, eh bien, il n'y a qu'à voir avec quel succès
les gouvernements successifs ont pu, grâce à une force de frappe médiatique inouïe, sensibiliser sur les dangers du tabac par des campagnes médiatiques que l'on connaît, pour la sécurité routière, ou ont même réussi à faire croire aux Français que la peste noire était de retour en France et que nous allions tous mourir, sauf si nous portions un petit bout de papier sur le nez. Et donc imaginez cette force de frappe médiatique et tous les moyens afférents qui sont mis à disposition d'une politique de l'enracinement. Imaginez des musées de l'identité dans toutes les grandes villes, les moyennes, même les petites villes de France. Imaginez la sortie de l'Eurovision et la création d'un concours de chant, de musique interrégionale, mettant en valeur les polyphonies, les instruments anciens et modernes. Imaginez une politique qui protège les savoir-faire artisanaux, de telle manière qu'on trouve du pain dans une boulangerie, mais pas dans un supermarché. Imaginez un moratoire sur les mètres carrés alloués aux centres commerciaux. Moi, je veux bien que la France soit un pays soi-disant socialiste ou communiste du point de vue des taux d'imposition, du racket fiscal, mais qu'est-ce qui définit une société libérale? C'est l'extension de l'empire du marché. Et plus il y a de choses à vendre, plus il y a de choses à acheter, et plus le libéralisme progresse, et c'est ce qui me fait dire que nous sommes dans une société libérale avancée, contrairement à la célèbre plaisanterie, la France est le pays le plus communiste du monde. Je pense qu'il n'en est rien. Je pense que nous avons le pire des deux systèmes, l'étatisme le plus contraignant et en même temps le plus faible face aux puissances d'argent, et d'autre part l'extension de l'empire du marché. Imaginez dans le cadre de cette politique d'enracinement le fait que les cantines des écoles soient clientes des maraîchers, des potagers, des cultures vivrières locales, ce qui créerait un dynamisme dans le milieu rural très important. Imaginez toute la politique que l'on pourrait faire pour défendre les petits producteurs indépendants et donc engager le bras de fer in fine avec les puissances d'argent, avec Amazon, afin véritablement de casser ces menottes qui nous retiennent totalement soumis à cette mondialisation, qui commet le crime ultime, c'est de nous priver de notre capacité à l'autonomie alimentaire, économique, et donc finalement le droit à la vie sur la scène internationale. C'est le grand crime de la mondialisation. L'aspect personnel et familial est fondamental aussi. Il faut être des missionnaires de l'identité. Saint Thomas d'Aquin a cette phrase: il y a un culte prioritaire à l'égard du bon Dieu, et il y a un culte, il utilise le terme culte, un titre second que l'on doit à nos parents, à notre patrie et donc à notre identité. Soyons ces missionnaires de l'identité, entamons notre conversion identitaire, et pour reprendre la célèbre expression d'Antonio Gramsci, la vie consiste à prendre parti. Je hais les indifférents. La vie consiste à prendre parti. Alors prenons le parti de notre identité. Hervé Juvin, François Bousquet citait ce matin une opposition que vous aviez formulée dans un de vos livres, qui était l'opposition entre les colons et les autochtones. On pourrait formuler ça aussi en une opposition entre les sédentaires et les nomades. De quelle manière est-ce que c'est ce choix-là, finalement, qui s'impose à nous aujourd'hui? Je transposerais volontiers cette opposition entre ceux qui rêvent que le monde soit leur jardin clos et ceux qui savent que leur jardin clos, il est chez eux, quelque part, sur un coin de terre et pas ailleurs. Ce qui se passe est extrêmement intéressant aujourd'hui. Vous avez évoqué le libéralisme. Il y avait le libéralisme politique jusqu'à Benjamin Constant, et le libéralisme politique qui a présidé aux grandes révolutions. C'était l'idée qu'un peuple pouvait choisir ses lois, pouvait choisir de se conserver tel qu'il était et maîtriser sa frontière. Lui a succédé le libéralisme de Benjamin Constant, qui dit que le vrai libéralisme, c'est le libéralisme de l'individu. Nous sommes dans une société d'individus de droit. Et une société d'individus de droit, c'est une société où les gens n'ont plus d'histoire, les gens n'ont plus d'enracinement, les gens n'ont plus de jardin clos. Tout individu n'est défini que par les droits qu'il a, ce qui veut dire que tous les hommes sont les mêmes. C'est pas par hasard qu'on porte des masques. Quelque part, la société de progrès, la société libérale avancée, la société en marche arrière, c'est la société sous le masque. C'est la société où l'individu ne peut plus afficher son identité et où l'individu se refuse à ce que disait Emmanuel Lévinas: quand, dans mon regard, tu me donnes ton visage, c'est une part de toi avec laquelle j'entre en communication. C'est extraordinairement symbolique ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous sommes en train de devenir, dans la rue, nous sommes en train de devenir une foule de mutants. Nous sommes en train de devenir une foule de femmes et d'hommes sans visage. Ça, c'est le rêve de l'individualisme absolu. Tous les hommes sont les mêmes, ils ne sont que des individus de droit. Ça, c'est pour moi l'inverse de l'écologie. Et je terminerai là-dessus. L'écologie, la science des systèmes vivants complexes,
C'est la science des singularités et de l'infinie diversité qui fait la vie. Il n'y a pas deux écosystèmes qui sont les mêmes à 10 km de différence, c'est distant. À 10 km de différence, ça n'est pas la même chose. Je ne vais pas reprendre les travaux des ethnologues, vous y avez fait allusion. Mais enfin, Margaret Mead a eu des phrases magnifiques en disant au fin fond des tribus des îles Salomon, comme au fin fond de l'Amazonie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou naturellement au fin fond de la brousse française, c'est l'infini trésor de la diversité que les hommes ont donné à leur vie en société qui se déploie. Ça, c'est le vrai trésor de l'humanité. Si tous les hommes sont les mêmes et si nous adoptons tous les mêmes modèles de consommation, c'en est fini de la planète et c'en est fini de la vie humaine sur la planète. La planète, elle vivra très bien, très longtemps. Vous savez que nous assistons déjà à une dégénérescence de l'espèce humaine qui se traduit par le fait qu'aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, l'espérance de vie humaine est en train de diminuer. Que les maladies dégénératives dues à la consommation d'aliments de mauvaise qualité, à un air de mauvaise qualité, à une eau de mauvaise qualité, sont en train de se répandre comme traînées de poudre dans tous les pays qui avaient cru que leur mode de vie leur assurait une augmentation de la durée de vie constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la nature, le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est que la place de l'homme sur cette planète n'est pas donnée et que les moyens de la vie sont en train de détruire les conditions de la vie elle-même. Ça veut dire aussi que notre véritable trésor et notre patrimoine commun de l'humanité, c'est la diversité des sociétés humaines. Notre richesse commune, c'est notre diversité. Et d'ailleurs, chaque fois que vous laissez un peuple, chaque fois que vous laissez une communauté humaine indépendante, elle imagine d'autres manières de vie, elle se donne d'autres traditions, elle se donne une autre culture que la communauté humaine qui est sa voisine. Les observations des ethnologues sur 10 000 ans sont sans aucune ambiguïté à cet égard. La liberté naturelle des sociétés humaines les conduit à adopter des institutions, des modes de se gouverner, des modèles de bonne vie qui sont différents. C'est ce à quoi l'individu de droit, c'est ce à quoi le libéralisme de l'individu s'attaque. C'est pourquoi, une fois encore, la réponse est politique et idéologique. Non, l'argent n'est pas la mesure de toute chose. Non, la liberté de l'individu ne fait pas une société viable. Une société viable quand la collectivité sociale se prononce sur son avenir et le choisit. C'est cela que nous devons rétablir en France. C'est cela pour quoi nous devons nous battre pour un projet volontariste et démocratique, parce que la diversité française compte, parce que le merveilleux alliage par la culture entre les hommes et les écosystèmes français compte. Il est unique au monde, il faut le préserver, c'est notre viatique de survie. Et quelque part, notre combat pour une identité choisie et voulue, et pour un modèle de société choisi et voulu, ça n'est rien de plus qu'un combat pour la survie. Je crois qu'avec ces propos et l'horloge combinée, on tient une belle conclusion. Merci Hervé Juvin, merci Julien Langella pour cette discussion.